Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave. Charles, comment allez-vous ? Je vais bien. Tant mieux. On a digéré un petit peu les résultats des présidentielles ? Oh, ça a été fait assez vite, oui. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est le futur. Le passé m'inquiète jamais parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Oui, c'est sûr. Oui. Moi aussi, ça m'inquiète. On va en parler. On va continuer à parler aussi d'actualité, évidemment. La première chose que je voudrais évoquer, c'est quelque chose qui peut-être n'aura pas énormément d'incidence à très court terme, encore que, mais qui peut vraiment redéfinir notre conception du clivage politique français. C'est évidemment l'union de la gauche. Donc la France Insoumise a réussi à faire d'abord une alliance avec Europe Écologie Les Verts, qui est donc le deuxième parti de gauche. Donc par un effet un petit peu aimant, les grosses masses attirent les petites. Il y a le PCF qui s'est agrégé et maintenant même le Parti Socialiste. Donc on a 4 partis historiques de la gauche qui sont en train de s'allier justement pour les législatives. Qu'est-ce que vous inspire cette union de la gauche ? Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Est-ce que on pouvait s'y attendre déjà ? Oh, non, c'est pas une surprise. Mélenchon l'avait annoncé dès le départ quand il a dit qu'il serait Premier ministre. Tout à fait, ouais. Donc, ce qu'il y a, s'il faut saluer le talent de visionnaire de ce romancier français qui avait écrit Soumission. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq qui disait que la gauche finirait par s'allier aux islamistes, prendre le pouvoir comme ça, et que celui qui assurerait le pouvoir, c'était Bayrou. C'est quand même assez étonnant comme vision, parce que c'est à ça qu'on arrive, c'est-à-dire que la gauche est en train de s'allier, dans le fond, avec les islamistes, qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec l'islam, mais qui est exactement tout ce contre lequel la gauche a lutté pendant toute son histoire. C'est-à-dire que ceux qui restent de la gauche est arrivé au stade ultime, c'est-à-dire à la trahison totale des idéaux, quoi. C'est-à-dire l'égalité de l'homme et de la femme, etc. Donc je sais pas, je trouve ça, il y a une certaine logique dans tout ça, ça sent un peu la pourriture. Ouais, moi je trouve aussi qu'il y a une forme de logique, tout simplement parce que les courants idéologiques qui peuvent s'affronter au sein de la gauche, c'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent, qui sont vraiment sur une ligne presque islamiste, il y en a qui sont sur une ligne plus écolo, qui sont moins concernés par les sujets d'immigration, etc. Il y en a qui sont comme François Ruffin, plus proche de la petite campagne encore, qui est pas loin de voter Le Pen, ou qui vote Le Pen au second tour en tout cas. Et du coup on a ces courants-là qui s'affrontent au sein de la gauche, et ça fait que beaucoup de gens, d'éditorialistes, de journalistes de droite pensaient, ou du centre même, pensaient que la gauche ne pourrait pas s'allier parce qu'il y a justement ces différences de traitement politique, sauf que ce sont des positionnements qui existaient déjà au sein de la France Insoumise, donc il n'y a pas de raison en fait que ça ne s'élargisse pas à toute la gauche. Finalement, c'est un peu la même chose. Mais bon, je suis pas du tout un spécialiste de la chose politique ni des discussions d'appareil, mais il ne faut pas oublier que Mitterrand avait réussi à arriver au pouvoir en s'alliant avec le Parti communiste de l'époque, qui était un parti profondément antidémocratique. Le Parti communiste n'avait rien de démocratique à l'époque, puisque le communisme était encore en place en URSS, etc. Comme l'avait dit Guy Mollet, je crois, le Parti communiste n'est pas à gauche, il est à l'est. Et là, si vous voulez, le parti, il n'est pas... Le parti de Mélenchon, il n'est pas à l'est, il est au sud. Donc, c'est pas un parti de gauche. C'est un parti qui a choisi de représenter une minorité maintenant qui arrive en France et qui a besoin d'une représentation politique pour que le système marche. Et ces gens-là, ils ont toutes les qualités du monde, j'en doute pas, mais en fait, on peut pas dire qu'ils sont de gauche. Donc la gauche est en train de trahir ce qu'elle a toujours été. Pour arriver au pouvoir, pour rester au pouvoir, pour continuer à s'accrocher à l'assiette au beurre, quoi. Ce qui est un petit peu désolant. Donc, j'ai souvent dit ici que la gauche avait trahi le peuple et que la droite avait trahi la nation. Et la trahison du peuple continue comme jamais, quoi. Ouais. Mais alors justement, ce qui est intéressant dans cette alliance, enfin intéressant si on prend un regard un petit peu dépassionné, c'est plus déroutant pour nous. Mais
ce que pourrait faire cette alliance, c'est faire dépasser un petit plafond qui permettrait en fait à cette alliance d'être présent au second tour dans énormément de circonscriptions, pas forcément de gagner, mais d'être présent au second tour, et donc d'éliminer l'autre formation qui devait probablement être au second tour, à savoir, dans énormément de cas, le Rassemblement national. Oh oui, c'est possible, mais ça, on en avait discuté la dernière fois. Je vous l'avais dit que le but de la gauche et de Macron, c'était d'arriver à ce qu'il y ait des triangulaires partout et que les deux partis, la République en marche arrière et la fausse gauche de Mélenchon, s'allient pour faire le barrage républicain, pour qu'on n'ait pas un député. Ça ne fait confirmer l'analyse que j'avais faite, il n'y a rien de nouveau. Le seul but, c'est d'éviter que la droite soit représentée, alors qu'elle représente peut-être 40 ou 50% du peuple. Mais ça fait rien. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas représentée. Donc, une fois de plus, ça va être la victoire des institutions sur le peuple. Tout à fait. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, il y a quelques mois, on pouvait faire l'analyse, on n'était pas du tout les seuls, que la France était un pays qui était assez à droite par rapport à d'autres pays européens ou par rapport même à ce qu'on a connu il y a quelques années. Beaucoup de thématiques qui sont assez marquées, qui sont assez clivantes, finalement étaient assez partagées généralement dans les sondages. Mais aucun candidat ne l'a porté vraiment. Aucun candidat ne l'a porté vraiment, et Éric Zemmour a essayé un petit peu, mais on a peut-être fait un peu trop. Il a essayé de supporter une espèce de France ethnique, ce qui est une erreur, parce que la France, c'est pas une ethnie. Et puis aussi, il y a peut-être le fait d'en faire un petit peu trop, quoi, de se reposer. Non, mais c'est bien ce que j'ai dit, c'est se reposer sur la classe identitaire qui représente 8% des votes, c'était une erreur dès le départ, mais voilà, c'est fait. Donc, on n'a pas eu une seule voix qui ait parlé de la France comme une puissance accueillante et inflexible au crime, à la fois. On a eu des voix qui ont expliqué que la France n'était pas une puissance accueillante, et puis on n'a jamais eu une France qui a dit je suis accueillant, mais si vous respectez pas mes lois, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, on n'en a pas eu. Il n'y a pas eu de voix de la France généreuse, si j'ose dire. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais alors donc, c'est bien triste. Cette alliance de la gauche, évidemment, va énormément changer notre clivage politique. Donc on va avoir une France où on pouvait déjà un petit peu lire ça en 2017. C'est-à-dire que on a un camp national à droite qui est assez divisé, on a un camp centriste qui occupe le pouvoir, donc qui est bien en place, et on a un camp à gauche, et on ne sait pas encore quelle place il pourra prendre à l'avenir, surtout si ils arrivent à avoir beaucoup de sièges à l'Assemblée, et donc derrière beaucoup de temps de parole à la télévision, donc beaucoup d'influence en fait sur l'opinion française. Ça peut être extrêmement dangereux derrière pour les années qui viennent. Il est certain qu'on ne voit pas les choses s'améliorer. Ouais. Parce qu'en plus, cette gauche qu'on nous amène là n'est pas une gauche qui respectera l'ordre républicain. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas peur de servir de l'émeute et dans la rue, quoi, parce que c'est toujours elle qui l'a fait monter. Donc elle est très très proche de l'extrême gauche dangereuse, en fait. Et comme si vous définissez le fascisme comme l'utilisation de la violence par le pouvoir politique, aussi bien que l'extrême centre avec M. Macron que cette extrême gauche sont assez partisans de l'utilisation de la violence dans l'ordre politique. Donc je crois que les gens comme il faut vont avoir du mal. Oui, absolument. D'ailleurs, même c'est Clémentine Autain qui, l'autre jour, appelait directement à l'insurrection. Enfin, je veux dire, il y a aucun respect des institutions, du vote, etc. Mais derrière, à eux, quelque part, on leur pardonne un petit peu. C'est une sorte d'opposition contrôlée, parce que derrière, si c'est les gilets jaunes qui débarquent dans la rue, ils se font taper autrement, quoi. Oui. Je ne sais plus quel est l'homme politique qui a dit qu'il préférait 50 ans de Macron à un an de guerre civile. Il n'est pas impossible qu'on ait les deux. Ouais. Éviter la guerre au prix du déshonneur. Oui, vous aurez et la guerre et le déshonneur. Voilà. Je crois que c'est pas impossible. Ouais. Pour changer un petit peu de pays, on a eu aussi une déclaration de la première ministre suédoise, donc social-démocrate, qui fait le bilan de 20 ans de grosse immigration à l'échelle de la Suède, à l'échelle de la population suédoise. Plus de 10% est rentré de l'extérieur. Oui. C'est ça, donc elle nous dit que l'intégration des immigrés en Suède est un échec et qu'ils vivent dans le même pays, mais dans deux sociétés différentes en fait. Est-ce que vous pensez que, surtout venant
de quelqu'un qui a une telle place institutionnellement et surtout qui vient d'un parti qui a une réputation assez respectable, hein, je veux dire le Parti social-démocrate, est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger des lignes dans l'establishment européen, de plusieurs États? Non, vous savez, vous avez les pays qui ont accepté l'immigration, l'Allemagne, la Suède, et puis les pays qui la refusent, comme la Hongrie, la Pologne, qui ne refusent pas l'immigration, parce que la Pologne a accueilli énormément d'immigrés, mais c'est des immigrés qu'ils ont choisis, c'est-à-dire des Ukrainiens, ou des Russes, ou des Baltes, ou des gens comme ça. Non, je crois pas, mais... Vous savez, la social-démocratie en Suède, ça a été le parti dominant depuis un siècle. Comment dire? Ce ne sont pas des gens particulièrement combatifs. Mm-hmm. La Suède, c'est un pays de consensus. Alors, je crois que cette déclaration de cette dame ne vient pas de la réalisation que d'un seul coup, ils ont un problème en Suède, parce que ça, tout le monde le savait depuis longtemps, mais du fait qu'il y a des élections qui arrivent en septembre, quoi. Ah oui. Et qu'il y a un parti de droite qui est pour des solutions plus robustes de la criminalité, et qui donc on reconnaît qu'on a peut-être potentiellement un jour, il y a 20 ans, il y en a peut-être quelques-uns qui ont fait peut-être une petite erreur de laisser rentrer tous ces gens-là, et même de les appeler, et penser que ça allait donner des bons Suédois. C'est possible que ce soit justement à consommation électorale. Ouais, c'est tout à fait une possibilité, surtout que... Quand les gens de la gauche molle, commencent à dire du mal de les excès d'immigration, c'est souvent qu'il y a des élections qui s'approchent. Oui, après les élections, ça n'arrive jamais. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il y avait un parti aussi, Parti social-démocrate danois cette fois-ci, qui pour revenir au pouvoir s'est durci sur l'immigration. Pour le coup, pas que dans le discours, aussi dans les faits. Danois sont plus robustes, oui. Les Danois sont autrement plus robustes. C'est un parti social-démocrate qui est plus à droite que le Rassemblement national sur la question, donc c'est quand même pas mal. Mais alors, pour moi, c'est peut-être pas impossible que le Parti social-démocrate suédois change de position, peut-être pas que dans le discours. Ça fait déjà depuis 2019 que certaines lignes ont un petit peu évolué, même si c'était très superficiel. C'est possible, mais le problème, c'est quand vous avez 10-12% de la population qui est ici, qui est là, qui est parfois née là, et que vous avez des contraintes culturelles qui sont visibles. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais, déjà, je pense, premièrement, on coupe les vannes. C'est-à-dire, on arrête peut-être un peu l'immigration, mais vous avez des machins qui sont garantis par la Cour européenne des droits de l'homme, comme le regroupement familial, par exemple. Ouais. Bon, vous avez le jeune qui est là, qui retourne au pays pour les vacances, enfin, ce qui était son pays, et puis qui revient avec une jeune femme et des enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous les virez? Vous voyez, c'est interdit par la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Donc... une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage, vous avez le bras qui y passe et tout. C'est très difficile d'arrêter ce genre de choses. Non, évidemment, c'est facile en parole, mais dans la réalité, à chaque fois, c'est des cas humains spécifiques. Et est-ce que vous allez arrêter le regroupement familial? Est-ce que si vous avez une grand-mère qui est en train de mourir de faim en Éthiopie, vous allez la laisser mourir de faim? Enfin, je veux dire, vous n'allez pas l'empêcher de rejoindre ses petits-enfants. Tout ça, à chaque fois, c'est des drames humains qui ne sont pas faciles à traiter. Donc, tous ces gens qui ont plein de solutions sur le problème, on a toujours envie de leur dire, on aurait peut-être pu commencer par réfléchir avant, mais voilà, c'est fait. Mmh. C'est sûr. Après, peut-être que, justement, si de plus en plus de pays européens essaye de modifier un petit peu ce dogme immigrationniste, voire essaye même de revenir dessus complètement, on peut derrière peut-être espérer que les instances qui sont supra-européennes, qui sont quand même en partie guidées par les... Vous êtes en train de penser que ces instances qui sont élues par personne changeront leur position. Jamais de la vie. C'est-à-dire que... À partir du moment où les juges sont mis dans la Cour européenne des droits de l'homme par des gens, par Soros, allez, vous imaginez qu'ils vont changer quoi que ce soit? Ils ne vont rien changer du tout. La seule façon de changer, c'est au travers du vote, mais les instances européennes de l'Europe, vous ne les changez pas par le vote, il n'y a rien qui change. Alors, quoi que vous votiez, ça ne change rien.
Alors pour moi, je suis peut-être naïf, hein, mais dans la mesure où... Compte tenu de votre âge, vous êtes pardonné, oui. Peut-être, oui. Dans la mesure où beaucoup, justement, du personnel, les juges, les commissaires européens, etc., sont nommés par les gens qui sont élus, peut-être que si les gens qui sont élus dans leur pays... ils sont nommés par la nomenclatura. Ils sont nommés par la nomenclatura. Ils sont nommés par les gars qui sont à Bruxelles depuis des années, qui eux-mêmes ont accepté l'éthos bruxellienne, et puis se retrouvent... Donc les juges, ils auront été là depuis des années parce qu'il y a des copains bulgares qui les auront fait venir de Bulgarie, etc. Donc il n'y a aucun rapport entre les élections, entre les gens qui ont été élus à Bruxelles. D'autant plus que les gens qui se retrouvent à Bruxelles sont eux-mêmes élus par personne. Madame von der Leyen a été élue par personne. Ouais. Elle a été choisie parce qu'elle avait été virée du ministère de la Défense allemande et qu'on avait besoin d'une Allemande pour une fois. Bon, ben voilà. Et maintenant, elle agit comme si elle était la présidente élue de l'Europe. Elle prend des décisions, qu'on va livrer des armes, qu'il faut qu'on coupe le pétrole et tout, mais c'est pas elle qui décide, c'est le Conseil des ministres européens qui décide. Elle n'a aucun pouvoir exécutif. Ouais. Et ça fait rien, elle le prend. Donc ces gens-là élus vont prendre les décisions qui sont contre les intérêts des électeurs. Parce qu'ils pensent que les électeurs sont bêtes. Oui. Alors, donc non, j'ai aucun espoir de l'Europe. L'Europe ne se réformera pas. Oui. Ou elle triomphera, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de démocratie en Europe, ou les peuples gagneront, mais il n'y a pas de solution moyenne. Ouais. J'ai tendance à vous croire, mais j'espère que vous avez tort. Ben oui, non, c'est probable, oui. J'ai souvent tort, surtout en politique, parce que j'espère toujours plus que ce à quoi je m'attends. Comme disent les Suisses, avec la politique, je suis jamais déçu en bien. Je suis pas déçu en bien, non. Ouais, c'est sûr, on est rarement déçu en bien en France et en Europe. Vous avez évoqué justement le prix du pétrole, du gaz, etc. On va en parler, notamment de l'inflation en France. Donc on apprend, selon l'INSEE, malheureusement c'est une information qui est tombée juste après le tournage de la semaine dernière, donc on n'a pas pu l'aborder. Et après les élections. Juste après les élections, oh, pas de bol, on vient de l'apprendre. Du coup la croissance au premier trimestre en France est à 0,0%. Selon ce que nous dit l'INSEE. Et pendant ce temps-là, l'inflation, l'augmentation des prix à la consommation, surtout, est en augmentation de 4,8. Ça, c'est pour ceux qui croient au conte de fées. Hein. 4,8 parce qu'on est à quasiment 7,5 ou 8 en Allemagne. Donc on doit être beaucoup plus... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué un certain nombre de prix. On a fait ce qu'ils appellent des boucliers, vous savez, c'est-à-dire que l'État paye avec le déficit budgétaire la différence entre le prix de revient et le prix d'achat, et jusqu'à ce que l'élection soit passée. Mais maintenant, tous ces boucliers vont disparaître parce que l'élection a été gagnée. Peut-être ça durera jusqu'aux élections législatives, qui sait. Peut-être, oui, c'est possible. Et puis ensuite, on aura une inflation à 8 ou 9 ou 10% comme les copains, quoi. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Mais la croissance, par contre, va se viander, ça c'est sûr, parce que le prix du pétrole, il a pas fini de... C'est pas qu'il n'a pas fini de monter, c'est que, comme on le voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le rouble russe, qui était censé tomber à zéro d'après M. Le Maire, il est au plus haut depuis 3 ou 4 ans contre l'euro. Ouais. On est à 65 au dollar, donc c'est tout à fait étonnant. Donc, ce qu'on achète en Russie nous revient de plus en plus cher. Tout à fait. Et nous, on ne peut pas en profiter du fait que leur monnaie monte pour leur vendre plus, parce qu'on a interdiction de leur vendre quoi que ce soit. Donc c'est encore une magnifique balle dans la tempe que viennent de nous tirer les spécialistes. Ouais. Le grand Mozart de l'économie. Mais alors justement, ce phénomène, quand la croissance est inférieure à l'inflation, on appelle ça en économie la stagflation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, faire un petit peu de théorie économique vite fait là-dessus? C'est facile, si vous voulez. Le système économique n'est pas rentable, donc les gens ne produisent pas. Donc les quantités de biens produits n'augmentent pas parce que ça ne vous rapporte rien de le faire. Si vous perdez de l'argent sur chaque truc que vous faites, vous n'allez pas en faire plus, quoi. Mais par contre, comme la Banque centrale continue à émettre du papier-monnaie, le truc là, qui est tout seul, là, il va continuer à monter de prix. Donc c'est un appauvrissement par chute de la monnaie. Ouais. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que, intéressant en même temps malheureux et tragique, c'est que justement là, on commence à sentir dans l'économie réelle les effets de la crise. Donc, par exemple, typiquement, il y a des entreprises
qui s'occupent de construction, donc qui achètent des matériaux, etc. Et qui, en ce moment, se mettent en berne parce que le prix du bois augmente. Ce genre de truc. On a les factures de gaz aussi qui arrivent maintenant. Donc là, ça fait mal pour ceux qui... Les factures d'électricité qui sont indexées sur le prix du gaz en France, qui est quand même une invention géniale, parce que nous, on fait de l'électricité sans gaz, mais on a réussi quand même à indexer le prix de l'électricité en France sur les factures de gaz. Ouais, pour pas faire de peine aux Allemands. C'est ça. On paye plus cher. C'est vraiment une balle dans le pied. Non, mais ils se tirent si vous voulez, vous savez, c'est comment on appelle ça, la roulette russe, quand vous avez un 6 coups dans lequel il n'y a qu'une balle, et vous savez, vous essayez puis s'il y a la balle qui est dans le barillet, ben vous faites sauter la cervelle, quoi. Mais là, les élites européennes, elles font jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet. Donc chaque fois qu'elles tirent, c'est pan, ça vous enlève un autre bout de cervelle, quoi. Mais c'est stupéfiant de sophistication, quoi. Ils sont remarquables. Ils n'en ratent pas une. Alors bon, ce sujet de l'inflation, des prix du gaz, etc., on en a beaucoup parlé, et puis je pense que vous en avez parlé ce matin avec Emmanuel aussi. On en a parlé ce matin, et il n'y a pas d'autre chose à dire, si vous voulez, que simplement, à force de subventionner des gens qui ne foutent rien et de taxer ceux qui bossent, il y a de plus en plus de gens qui ne foutent rien, et il y a de moins en moins de gens qui bossent, ce qui paraît assez rationnel, quoi, si vous voulez, Et donc, ce qui se passe, c'est que notre économie commence à baisser en volume. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui produisent, puisque ça ne sert à rien de travailler. Il n'y a pas de différence entre travailler et pas travailler. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, comme il y a de moins en moins de gens qui bossent, il y a de moins en moins de gens qui peuvent rembourser la dette. Et donc, à un moment, on va avoir un problème monstrueux. Je calculais ce matin, ce que je disais ce matin à Emmanuel, si les taux d'intérêt étaient à 8% en France, Dieu nous protège, mais 100% des recettes budgétaires, 100% le service de la dette irait, des ressources budgétaires irait au remboursement de la dette. Il n'y aurait plus rien pour rien d'autre. Ouais. Donc à 4%, il y a 50% des dépenses qui sont le service de la dette. À 2%, il y a 25%. Donc à 0, c'était 0 par définition. Ouais. Donc ça veut dire que, grosso modo, si les taux d'intérêt remontent à 2%, le budget de l'État va avoir le quart de ses recettes qui vont aller à la dette immédiatement. Il ne restera plus que les 3 quarts, donc il faudra faire baisser le reste de 25%. Donc je veux dire, mais on est dans un monde de fous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie logique. Ouais. On est là maintenant dans un système où il n'y a pas de sortie logique, il y a soit une faillite, soit un écroulement de la monnaie de 90%. Quoi. C'est-à-dire une faillite, vous dites aux gens, écoutez, je vous ai emprunté 100, je vous rends 33, et voilà, c'est tout. Ouais. La faillite de 2 tiers, quoi, comme on dit, 1793. Pardon, 1797. Qu'est-ce que vous paraît le plus probable, vous, comme Aucune idée. Aucune idée. Le truc le moins probable, c'est qu'on prenne des mesures pour relancer la croissance, et qui seraient intelligentes, mais à part ça, les deux me paraissent tout à fait également probables. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Hein. Vous pouvez avoir un écroulement de la monnaie et un abandon de la dette. Les deux ne sont pas... C'est ce qu'on a vu en Argentine, je ne sais pas combien de fois. Est-ce que vous voyez potentiellement cet effondrement économique avoir des grosses répercussions derrière politiquement, c'est-à-dire... si vous voulez, à ce moment-là, je ne sais pas qui va se passer, mais il y a des pays en Europe qui n'ont pas tellement de dettes, comme la Suède par exemple, qui a réglé ses problèmes de dette il y a 30 ans maintenant, et puis des pays qui ont énormément de dettes, comme la France, l'Italie et tout, si vous avez des pays qui ont énormément de dettes et qui ont besoin, pour s'en sortir, que leur monnaie s'écroule, c'est pas très agréable pour les pays qui s'en vont bien. Et donc, je vois pas très bien comment on reste dans la même alliance douanière, etc. Si on a des... Vous pouvez pas maintenir dans la même classe des crétins et des types intelligents, quoi. Sinon, tout le niveau de la classe s'écroule et ils le savent. Donc, je sais pas, non. Ce que ça veut dire, la question que je me pose, essentielle, pour moi, c'est, dans la fin des années 80, j'avais écrit un papier en 86, 87, je sais plus très bien, où j'annonçais que l'Union soviétique allait s'écrouler, donc tout le monde s'était marré en disant, mais... Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de l'expérience social-démocrate. Ouais. Ce que vous avez écrit dans votre article de lundi. Ouais. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin, c'est-à-dire que pour les mêmes raisons, entre, si vous voulez, le socialisme et le communisme, c'est le même esprit. L'idée de base, c'est que dans le fond, les socialistes, ils essayent de garder un petit secteur privé libre pour pouvoir continuer à faire leurs imbécilités, tandis que les communistes, ils le suppriment dès le départ, donc c'est vite fait. Et là, on arrive, après 40 ou 50 ans, on aura éradiqué tout le secteur libre,
Et donc, aujourd'hui, la France est dans une situation qui est, dans le fond, la situation de l'Europe de l'Union soviétique de Brejnev, où il n'y a plus rien à tondre. Et il n'y a que des gars qui attendent que la laine arrive. Ouais. Mais il n'y a plus rien à tondre. Il n'y a plus de moutons à tondre, il n'y a plus rien. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord. En tout cas, vous présagez rien de bon. Ben, je dis pas si c'est bon. Moi, je présage que des bonnes choses. C'est-à-dire, je présage qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on ait le retour à la liberté. Après, oui, peut-être que après, ça veut dire que ça va être dur. Peut-être qu'il faut aussi justement un petit peu de destruction créatrice, quoi. Mais là, c'est pas de la destruction créatrice, c'est qu'il faut détruire les vampires qui nous sucent le sang, quoi. Il faut qu'il y ait un grand coup de soleil et qu'ils se transforment tous en cendres et qu'enfin on se débarrasse de tous ces gars qui servent à rien et qui nous pompent le sang, quoi. Ouais. Non, moi, je vois que des bonnes choses. Mais par contre, ça va secouer. Oui, c'est sûr. C'est sûr, surtout pour les petites gens. Pour les petites gens, etc. Mais il y a pas que les petites gens, j'espère qu'on en mettra quelques-uns. Ouais. J'espère que le peuple saura réutiliser de façon intelligente la place de grève, quoi. Espérons. Pour revenir sur enfin, pas pour revenir d'ailleurs, pour aborder un sujet complètement différent et auquel je m'attendais pas du tout, le journal américain Politico a révélé que la Cour suprême des États-Unis était en train de potentiellement revenir sur un arrêt, sur une décision de justice extrêmement fondatrice, notamment du droit à l'avortement aux États-Unis. Donc l'arrêt Roe versus Wade de 73, pardon. Donc qui permet en fait une protection des droits des femmes à l'avortement dans tout le territoire américain, surtout au premier trimestre. Donc qui diminue énormément la marge de manœuvre des États fédérés dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée venant de la Cour suprême de revenir dessus? Oula. Écoutez, on va essayer d'être... il faut expliquer un tout petit peu aux gens ce que c'est la Constitution américaine, à quoi sert... On va passer un peu de temps. Ouais. On va passer un peu de temps, oui, on en va, je sais pas, ça va. Donc, je vais essayer de vous le résumer comme ça. Bon, il y a eu les pères fondateurs. Les pères fondateurs, c'était Madison, c'était Jefferson, c'était Franklin, bref, il y en avait plusieurs. Et le constitutionnel en chef, c'était un gars qui s'appelait plutôt Madison, qui était un type tout à fait remarquable. Et donc, lui, il a toujours dit que son but, c'était pas de créer une démocratie, c'était de créer une république. C'est-à-dire que dans une démocratie, la loi de la majorité l'emporte, dans tous les cas. Dans une république, vous avez une constitution qui a été écrite avant et qui précise les droits de la minorité qui ne peuvent pas être changés par la démocratie. Donc il y a un certain nombre de choses que la majorité du peuple n'a pas le droit de faire. Par exemple, forcer les gens qui ne sont pas d'accord avec la majorité à se taire. Donc vous avez le droit. C'est pour ça que aussi vous avez le droit de porter des armes, parce que c'est une bonne façon de défendre votre liberté de parole. Quand vous avez des armes, en principe, les gens viennent moins vous embêter que quand vous n'en avez pas, quand vous n'êtes pas d'accord, quoi. Et c'est Madison. Et donc, vous avez le législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les exécute, et puis le rôle de la Cour suprême, c'était dans cette Constitution d'être le représentant des minorités, c'est-à-dire de défendre les droits que la majorité allait certainement essayer d'attaquer dans l'histoire de le macartisme, etc. Donc le rôle de la Banque centrale, ça a toujours été la défense de la minorité. Mais sur des droits qui avaient été parfaitement définis par les constituants au départ. Madison, le numéro 1, c'est la liberté de parole. Le numéro 2, c'est la liberté de porter des armes, etc. Vous avez des amendements comme ça qui ont été parfaitement... Donc les droits avaient été parfaitement spécifiés par la Constitution, les droits des minorités. Et puis en les années 73, sous la pression de l'opinion publique, la Cour suprême des États-Unis a découvert que dans la Constitution américaine, il y avait implicite un droit à l'avortement. Que les non-spécialistes ont eu beaucoup de mal à découvrir dans les textes de Madison, etc. C'est pas un sujet qui les préoccupait beaucoup à l'époque. Et donc, la Cour de justice de l'époque a pris sur elle d'introduire ce droit, mais qui n'était prévu par aucun texte. Et donc, ce qu'elle a fait, en quelque sorte, c'est qu'elle a outrepassé ce qui était sa mission de défendre les minorités pour
prendre une position qui était favorable à l'époque parce qu'elle percevait être comme la minorité, la majorité, c'est-à-dire une position politique. Ouais. Et depuis donc 73 à aujourd'hui, ça va faire 50 ans, les États-Unis il y a un vrai débat sur quel est le rôle de la Cour suprême. Est-ce que c'est de protéger les minorités selon l'idée de base, l'idée de départ de Madison, ou est-ce que c'est de faire passer dans la loi des choses que le Parlement n'ose pas faire passer ou ne veut pas faire passer ou que la population ne veut pas. Parce que là, si vous voulez, quand c'est passé, il y avait 60% des Américains qui étaient contre l'avortement. Hein, c'était... Ouais. Et donc, il y a un débat juridique très profond qui se passe aux États-Unis depuis 50 ans, qui n'est pas simplement sur l'avortement, ouais. Qui est sur le rôle de la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême peut changer l'environnement juridique? Celui qui doit faire les nouvelles lois, c'est le Congrès. C'est pas la Cour suprême. Mmh. Et donc, si ça se confirme, c'est donc une décision par la Cour suprême actuelle de revenir sur ce qui est juridiquement une erreur qui a été faite en 73, de ramener la Cour suprême dans son ornière habituelle, qui est de protéger les minorités, et de laisser la décision de l'avortement être prise État par État. Et donc, ça n'est que... Mais ça fait 50 ans que les juristes se mettent sur la gueule là-dessus aux États-Unis. Ouais. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les types qui disent « les gars qui font ça sont insupportables, des juges ne peuvent pas prendre une décision qui changera la vie de millions de personnes », c'est exactement ce qu'avait fait la Cour suprême en 73 en prenant cette décision dans un sens favorable. Ouais. Donc, si vous voulez, si vous prenez l'argument de « est-ce qu'ils avaient le droit de le faire ?» Ou ils avaient le droit de le faire à l'époque et ils ont le droit de le faire aujourd'hui. C'est ça, oui. Ou ils n'avaient pas le droit de le faire à l'époque et on fait que corriger une erreur. Oui, donc les gars qui défendent l'avortement essayent de défendre le fait que dans le fond, les juges, il y a 50 ans, ils étaient d'accord avec... ils sont d'accord avec ce qu'ont dit les juges il y a 50 ans, mais ils ne sont pas d'accord avec ce que disent les juges aujourd'hui. Mais quelle autorité ont-ils? C'est sûr. Donc c'est un vrai problème à la fois philosophique, politique, de sciences politiques, c'est quel est le rôle de la Cour suprême. Le rôle de la Cour suprême, ça a toujours été la possibilité de défendre les minorités contre les empiètements de la majorité. Voilà. Et de défendre le faible contre le fort. Maintenant, la question qu'on veut se poser, c'est dans le cas de la femme et de l'enfant, quel est le faible, quel est le fort? Est-ce que c'est la femme qui est le fort et l'enfant qui est le faible qui doit être protégé ou pas? Mais je n'ai pas d'opinion sur la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand les gens me posent des questions sur l'avortement, je leur dis toujours quelque chose qui me paraît évident. C'est quand même curieux que tous les gens qui soient pour l'avortement soient contre la peine de mort, et tous les gens qui sont pour la peine de mort sont contre l'avortement. Ouais. C'est quand même... Il me semble, moi, je tends à être cohérent avec moi-même. J'aurais tendance à être contre la peine de mort et contre l'avortement. C'est deux choses... Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas spéciaux, n'importe quoi, et à ce moment-là... Et encore une fois... La vraie question, c'est une question morale. La vie existe-t-elle dès la conception, ou l'individu existe-t-il dès la conception, ou n'existe-t-il que quand il est né? Voilà. Oui, ou même on peut estimer qu'il y a des limites au cours de la période de gestation. Oui, comment vous les déterminez? Justement, c'est extrêmement subjectif, c'est des questions presque philosophiques. Voilà. Quand commence la vie? Quand commence la conscience, quand commence l'individu? Oui, bien sûr. Parce que par exemple, prenez le cas français, on n'a pas le droit de passer des traités de commerce sur le corps. Sur des personnes. Oui. Sur des personnes, vous n'avez pas le droit, par exemple. Et donc, vous ne pouvez pas, humainement, commander un bébé à une ferme de bébés en Ukraine, là, ouais. Et qui va vous délivrer un bébé en temps et en heure voulu, parce que vous avez passé... Mais ça veut dire, si vous n'avez pas le droit de faire ça, ça veut dire que la vie commence... La personnalité juridique commence dès la conception. Puisque si c'était pas un enfant... Oui, ou c'est un... Ou bien c'est une personne qui va arriver, et en droit, il y a une différence essentielle entre la personne et l'objet. Ouais. Alors, ou c'est un objet avant qu'il soit né, à ce moment-là, faites ce que vous voulez,
Mais où c'est pas un objet, c'est une personne, et à ce moment-là, ça devient difficile. Ouais, et si ça passe de objet à personne, il faut m'expliquer pourquoi et quand ça passe et quand. Ouais, on peut dire que peut-être c'est pour éviter, de prévoir, justement de disposer d'une personne. Donc peut-être que on se dit au moment de la conception, ça vaut pas encore une personne, mais on n'a pas le droit de prévoir au bout de 9 mois de disposer du corps. Oui, mais à partir de quel moment vous avez le droit, ce sont des questions extraordinairement difficiles. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux, à la limite, qu'il y ait 50 États aux États-Unis, que chacun d'entre eux prenne une décision différente selon la majorité dans l'État, et qu'on voit un peu ce qui marche le mieux, quoi. Ouais. Moi, si vous voulez, vous savez, vous connaissez la théorie de la fragilité et de l'antifragilité dont j'ai parlé ici. Plus une décision difficile est répandue et on porte différentes réponses, plus le système est stable, parce que si tout le monde prend la même décision et que c'est un désastre, eh ben tout le monde douille, quoi. C'est ça. Donc il vaut beaucoup laisser mieux les 50 États trouver des solutions, et puis voilà. Bien sûr, en plus, c'est assez remarquable, parce que ça fait du coup comme des espèces de petits laboratoires politiques, voilà. Quoi. On voit très vite quand une décision marche, quand elle marche pas. Exactement. Et dans on voit par exemple la criminalité à San Francisco aujourd'hui, des trucs comme ça. Bien sûr. Et on voit très bien aussi que il y a par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de Noirs aux États-Unis qui sont violemment anti-avortement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une façon qu'avait trouvé la gauche pour limiter la population noire. Oui, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui sont avortés, c'est les femmes noires. Oui, proportionnellement, c'est la plus grosse population à pratiquer l'avortement aux États-Unis. Donc, oui, donc, si vous voulez, c'est une façon, dans le fond, de ne pas avoir de petits bébés noirs. Ouais. Donc, tout ça, vous savez, c'est ce que disait, je sais plus quel, je sais pas si Montesquieu ou, bref. Je lis beaucoup, donc j'ai des idées qui me viennent, mais je ne sais plus exactement qui les a utilisées. Il y a des endroits où le législateur ne peut toucher qu'avec une main tremblante. Ouais. Vous savez, c'est-à-dire il y a des endroits où, dans le fond, la loi ne doit pas aller. C'est comme l'euthanasie. L'euthanasie, c'est aussi un truc, si vous voulez, moi j'ai des amis médecins, etc., qui ont pratiqué une euthanasie de miséricorde, en quelque sorte, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais il ne faut pas qu'on laisse le médecin le faire, mais il ne faut pas faire une législation là-dessus. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Dans les faits, c'est en plus assez répandu déjà, je veux dire. Mais oui, et puis les médecins font ce qu'ils peuvent. Déjà, pour eux, c'est terrible de le faire parce que c'est contraire, mais on ne va pas les obliger à le faire. Ouais. Donc, il y a des endroits où la loi n'a pas vraiment intérêt à aller, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et même sur cette décision, Roe versus Wade, je suis pas forcément... D'un côté, je pense que juridiquement, la Cour n'avait pas à intervenir sur la question en 73. Et d'un autre côté, je sais pas si elle a non plus intérêt à intervenir aujourd'hui, en 2022, maintenant que c'est fait. Et en plus de ça, justement, vous disiez quelque chose, c'est que c'était une décision assez politique en 73. Complètement. Et aujourd'hui, justement, on sent que c'est aussi une décision assez politique en 2022 de vouloir revenir dessus. Et derrière... Mais ça a été un des chevaux de bataille de toute une partie des États-Unis contre le Parti démocrate, qui est devenu le Parti de l'avortement. Donc... il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un peuple profondément religieux. Je crois qu'il y en a les 2/3 qui vont à une messe, à une synagogue, etc. toutes les semaines, donc c'est beaucoup. Et que, pour eux, c'était un problème moral que c'était des assassinats, quoi. Donc si vous avez des assassinats qui se produisent à côté de chez vous, et vous faites rien pour les interrompre... C'est pas facile. Ouais, tout à fait. Mais ce que je trouve assez dingue, c'est que les États-Unis, c'est en même temps, en ce moment, du coup, le pays qui accepte la GPA dans certains États, et en même temps, le pays qui peut revenir sur le droit à l'avortement, quoi. C'est assez dingue parce que c'est un des premiers progrès de la gauche sociétale, justement. Et on est potentiellement en train de revenir dessus. Mais c'est peut-être un des signes dont je vous annonçais de la fin de cette espèce de social-démocratie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens disent, non, il y a des choses qui ont été autorisées, on se rend compte au bout d'un siècle ou d'un demi-siècle
que c'était une grosse boulette, quoi. C'est ça, c'est assez dingue en termes de conception derrière de ce qu'on peut faire de la société, de ce qu'on peut faire politiquement, et surtout de ce que la droite peut faire potentiellement. Parce que ce qu'on a vu ces 50 dernières années, c'est qu'en gros, la gauche proposait énormément de ce qu'elle appelle des progrès sociétaux, et qu'il y a une sorte d'effet cliquet, de sorte que la droite, de l'autre côté, les maintenant, ça montre que le cliquet, on l'a fait sauter. C'est ça. C'est-à-dire, on le fait, on le fait un par un, alors ça prend le temps que ça doit prendre, mais on peut pas revenir dessus. Et la droite, tout ce qu'elle peut faire, c'est soit ralentir le mouvement, soit l'arrêter, mais elle ne peut pas revenir en arrière. Et ben là, ça revient en arrière. C'est ça. Ça revient en arrière parce que la Cour suprême reconnaît que la décision prise par la Cour suprême il y a 50 ans était une erreur juridique. Et que le rôle de la Cour suprême, c'est pas de faire la loi, c'est de dire le droit. Oui, absolument. Et donc après, ils ont dit le droit de travers, voilà. C'est ça. Ouais. Bah, vous savez, il y avait des arrêts aux États-Unis, par exemple, qui permettaient l'esclavage. Oui. Bah, enfin, le temps, ils ont tous été annulés. Voilà. Donc le droit, c'est quelque chose qui est sensible à l'évolution de la société. À l'évolution de la société, donc on peut partir dans un sens comme ou dans l'autre. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de sens de l'histoire. Oui, je suis complètement d'accord. Déjà, c'est nouveau. Pour moi, il y a des sens de l'histoire, ça va, ça vient, ça peut aller dans tous les sens. Il y a un sens de l'histoire où on va vers la colonisation, il y a un sens de l'histoire où on va vers la décolonisation, enfin, rien n'est permanent. Il y a un sens de l'histoire où des pays vont vers le communisme au début du siècle dernier, il y a un sens de l'histoire où ils se défont du communisme. Ils sont allés vers le communisme, en général, c'était à grand coup de claque et de troupes étrangères, mais ils y sont pas allés volontairement. Faut voir la façon dont les soviets ont été liquidés par le Parti communiste russe, ça a été on n'a jamais eu d'autogestion en Russie. Non, mais encore une fois, ça prouve que l'une des idées forces de la gauche, c'est que tout ce qu'on a réussi à imposer jusqu'ici, du point de vue sociétal, etc., ça peut pas revenir en arrière. Et ben, on est en train de réapprendre que si. Ça peut. Absolument. Pour moi, c'est peut-être la chose la plus intéressante à analyser, plus que le fait de parler de l'avortement. Tout à fait, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Ouais. Et puis en plus de ça, je veux dire, les conséquences juridiques d'un éventuel renversement de cette décision, ce serait pas une remise en cause de l'avortement sur tous les États-Unis. Ça revient à chaque État. C'est ça, exactement. Et surtout, en ce moment, il y a une actualité à ce niveau-là, surtout au niveau de la Floride, qui voudrait revenir, donc le gouverneur de Floride. On revient. Vous savez, il y a toujours une tension entre l'État central et les États décentralisés. Et, depuis un petit moment, les républicains veulent rendre de plus en plus de pouvoir aux États décentralisés pour enlever du pouvoir à ce monstre qui est devenu Washington. Oui, absolument. Et ça, c'est qu'une preuve de plus. Absolument. Et c'est assez intéressant. D'ailleurs, je suis assez favorable à ce mécanisme de libéralisme politique, finalement, de décider à l'échelle locale. L'échelle locale. Et ça avait déjà bien commencé en 73. Il y avait, je crois, le tiers des États qui avaient déjà pris des législations permettant l'avortement, les 2 tiers qui ne le permettaient pas. Et la Cour suprême a arrêté ça en 73 d'un seul coup, en disant non, maintenant tout le monde, c'est autorisé partout. Et c'était pas dans ses pouvoirs. Ouais, et c'était pas non plus forcément dans la philosophie de la Constitution américaine. Pas du tout. Donc, écoutez, on a évoqué ce sujet qui est toujours difficile, mais parce que vous avez beaucoup de. C'est très curieux à quel point ce sont des sujets qui touchent les personnes individuellement. Donc, sans vouloir être certain de ce que je vais dire, mais je dis les personnes qui sont pour l'avortement, quelque part, étaient pour la vaccination obligatoire, étaient pour un état social plus profond, etc. Donc, on voit que c'est... Et parfois inversement aussi. Et parfois, ouais, exactement. Et donc, on a vraiment l'impression qu'il y a 2 populations qui sont face à face, une qui veut de plus en plus d'État, et l'autre qui dit non, écoutez, ça va bien, on aimerait bien que ça s'arrête, quoi. Donc là, c'est vraiment pas la gauche et la droite, c'est laissez-nous bien tranquilles, mais non, on va s'occuper de vous. Mais cela dit, finalement, c'est aussi un petit peu ça, la gauche et la droite. Hein. C'est d'un côté plus d'interventionnisme de l'État, de l'autre côté... la gauche, quand j'étais enfant, il y avait toute une espèce de gauche qui était une gauche humaniste, etc., qui était que les gens soient bien payés pour qu'ils puissent vivre une vie indépendante, mais il n'y avait pas ce désir de remplacer le père de famille par l'État, quoi. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est extrêmement prégnant aujourd'hui. C'est extrêmement aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, elles virent leur mari pour avoir les allocations. Oui, on a même aussi toutes les histoires sur les parents des enfants transgenres qui n'ont plus droit de s'occuper de leurs enfants. Donc oui. Donc il y a il y a vraiment maintenant deux mondes. C'est le monde des individus et le monde des masses. Absolument. Bon bah écoutez, on en a fini avec ce nouveau délit d'opinion, donc je vous remercie comme d'habitude de nous avoir suivis jusqu'au bout évidemment. J'invite toutes les personnes qui sont encore là à s'abonner à toutes nos chaînes, donc évidemment la chaîne YouTube, on est aussi présent sur Twitter, sous le nom de l'Institut des Libertés, sur Instagram, etc. Nous sommes partout, de toute façon on est même sur TikTok où Charles fait un carton plein. Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ça doit être le seul économiste qui fait un carton sur TikTok, donc c'est je sais pas pourquoi, mais ça me fait hurler de rire. Vraiment un sacré énergumène. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci à vous, merci à Charles et merci aux techniciens, évidemment. Merci beaucoup.